Toujours une femme, c'est le podcast qui explore les mille et une façons de vivre pleinement épanouie après une agression sexuelle. Je suis Natacha et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast que j'aurais voulu entendre après l'agression sexuelle que j'ai vécue à l'adolescence. Comme beaucoup de femmes, j'ai cru pendant de longues années que je ne m'en sortirais jamais. Pourtant, aujourd'hui, j'ai une vie pleinement épanouie, particulièrement au niveau de ma sexualité. C'est possible. Seule ou avec mes invités témoins et experts, je donne à chaque épisode des clés pour que toi aussi, tu puisses te créer une vie dans laquelle tu te sens libre, puissante et épanouie. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue Mélodie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, d'être là. Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis honorée d'être là et très heureuse de pouvoir témoigner de mon histoire que je trouve très très belle. Ah, ça commence bien. Merci. Comment tu vas là ? Ça va, hein, je vais être totalement honnête. Voilà, j'ai appréhendé un petit peu quand même parce que mine de rien, parler de son histoire, ça réveille quelques peurs. Mais voilà, je suis heureuse de le faire parce que je pense que vraiment, ce que je vais partager aujourd'hui, ça peut vraiment donner de l'espoir et montrer que voilà, tout est à notre service pour vraiment vivre une vie belle et merveilleuse ici. Merci d'autant plus du coup d'être là. Moi, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast. Alors, avant même de te présenter, de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te poser une question que je pose maintenant à toutes mes invitées pour briser la glace. Qu'est-ce qui fait de toi, plus que jamais et toujours une femme ? Alors, moi, quand j'entends cette question, j'ai l'impression que je me suis toujours sentie femme, mais aujourd'hui, j'ai envie de répondre. De ce que j'entends dans ta question, c'est qu'est-ce qui fait que je me sens une femme puissante, en tout cas. C'est que aujourd'hui, je suis déjà épanouie sur tous les plans de ma vie, et j'ai vraiment l'impression d'être cette femme qui crée sa vie sur mesure. Et qui décide malgré ce qu'elle ressent ou malgré ce que j'ai vécu ou ce que je peux vivre, hein, parce que là, il y a des moments inconfortables. il y en a dans la vie, ça fait partie de la vie. C'est que j'arrive à être une femme épanouie en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'amante, en tant que chef d'entreprise. Et en fait, je me sens tout simplement vivante. Voilà. Très belle réponse, merci. Alors Mélodie, on se connaît pas vraiment en fait. Moi, je t'ai découverte par un post Facebook que t'as fait dans le groupe de Sophie Chag, l'art de la manifestation, dans lequel j'étais aussi. Et dans ce post, tu partageais la libération que t'étais en train de vivre après plusieurs années de travail sur toi. Du coup, je t'ai tout de suite contactée pour que tu nous partages ton expérience et puis que tu puisses inspirer nos auditrices à travers ton vécu. Et que tu t'es empressée d'accepter, donc c'était super, vraiment merci beaucoup. Du coup, peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Donc je m'appelle Mélodie, je suis maman de 2 enfants. Alors ils vont faire partie de l'histoire que je vais raconter aujourd'hui. Je suis toujours avec le merveilleux papa. Voilà, on vit en Bretagne. Voilà, j'étais une grande voyageuse et je suis de retour aux racines. Je suis aujourd'hui mentor et coach. Voilà, j'accompagne justement les femmes à toucher à leur puissance et à les accompagner sur ce chemin où on peut transformer tout ce qu'on vit en or. Et créer leur vie sur mesure et se sentir vivante. J'adore. Ok, génial, merci beaucoup. Du coup, ce qui t'amène ici aujourd'hui, c'est que quand t'étais enfant, il s'est passé quelque chose que t'as vécu comme de l'inceste, et du coup, ça a eu des conséquences dans ta vie. À quel moment t'en as pris conscience de ça ? Alors, ça a mis du temps parce que déjà, j'ai accouché de mon premier fils, donc il y a 5 ans, le 9 août 2018. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à me poser des questions déjà sur moi, mon comportement par rapport à lui. Où était la limite avec l'inceste ? J'osais pas forcément le toucher, ou quand je lui faisais des câlins, je me disais, mais attends, mais si je continue là, est-ce que c'est de l'inceste ? Et ensuite, ça a commencé avec donc la personne avec qui j'ai vécu ça, quand elle a commencé à toucher mon fils. Donc j'ai été pendant 2 ans dans le déni. Jusqu'au jour où j'ai fait un épuisement maternel, une myocardite
Et là, je me suis dit, ok, je peux plus être dans le déni. Donc, ça a été très long parce que, en fait, j'ai commencé à penser que j'étais folle. Donc, au bout d'un an et demi, je supportais plus que cette personne ni touche mon enfant ni me touche. Je disais à mon compagnon, j'en peux plus. Je me sens violée à chaque fois que cette personne me touche. Et je me rappelle de voir le regard de mon compagnon en mode, mais ça va pas bien. Ça va pas bien. Donc là, j'ai commencé à vouloir voir un psy. Et donc, j'étais voir beaucoup de psy. Donc, tout ça dans vraiment un temps très, très court. En un an, j'étais voir 5 psys. Okay. La première m'a dit directement, je pense que il y a eu quelque chose d'incestueux entre vous et cette personne. Donc, au bout de 2 séances, je suis partie parce que je dis, attends, je vais arranger les choses et cette personne me dit ça, ça va pas à la tête, quoi. La deuxième personne, je lui ai pas vraiment parlé. Je lui ai juste dit de ce qui se passait en moi, mais je lui ai pas vraiment parlé de l'inceste parce que je voulais pas qu'elle me le dise. Et ensuite, 9 mois plus tard, après mon premier rendez-vous psy, c'est là que j'ai fait l'épuisement maternel et que en fait, vraiment là où je me suis dit je peux plus fermer les yeux, c'est que quand elle a touché un autre bébé, j'ai eu la même réaction. J'ai voulu lui sauter dessus en me disant touche pas ce bébé. J'ai eu tout mon corps qui se crispait à chaque fois. J'avais limite des angoisses. Et du coup, là, je suis montée vers mon compagnon et je dis écoute, là, je pense qu'il y a vraiment un souci. C'est la façon dont je réagis, c'est pas normal. Et donc la troisième psy m'a dit que me l'a redit. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. J'ai été voir un psychiatre, j'ai été voir 2 psychiatres pour voir si s'ils pensaient la même chose. Et voilà, j'ai pas trouvé en fait la personne qui me disait c'est dans ta tête. Parce que moi c'est ce que je cherchais. Hein. Que quelqu'un me dise non, c'est toi le problème. Ça s'est pas passé, c'est impossible parce que je pouvais pas croire que ça soit vrai. Et je voulais pas y croire, quoi. Donc voilà. Ok, du coup, merci déjà pour ton partage. Quelles conséquences ça a eu dans ta vie, cet épisode? Ça a eu que à partir du moment où j'ai ouvert les yeux, où je me suis dit que je pouvais plus me voiler la face, parce que déjà je devais entre guillemets protéger mon enfant. Ça a eu que je suis tombée en dépression. Je suis tombée en dépression quasiment 1 an. J'ai regretté d'être maman. Je pensais que mourir était la seule solution, que jamais je pourrais m'en sortir, jamais je pourrais être heureuse, jamais. Enfin voilà, c'était vraiment cette personne. C'est du cercle familial proche, donc c'est comme si je me sentais vraiment comme un oiseau en cage, quoi. Donc ça, c'est à partir du moment où tu as pris conscience? Ouais, au moment où je me suis dit, non pas au moment où j'ai pris conscience, mais au moment où j'ai décidé de plus me voiler la face, de voir ce que mon corps me disait, parce qu'en fait, c'est vraiment passé par le corps et par des pensées. Et puis c'est vrai que quand j'en parlais à mes amis, elles me disaient, mais non, mais jamais, moi je me pose la question si quand je touche, c'est de l'inceste. Donc j'en ai quand même parlé à des amis proches, elles m'ont dit, mais non, non. Et puis... Et puis là, à partir du moment où j'ai décidé d'ouvrir les yeux, j'ai continué à voir cette personne pendant 4-5 mois. Et puis forcément au niveau sexuel, c'était les préliminaires, c'était mort. Je voulais plus de préliminaires. Dès qu'il était au niveau de ma vulve ou de mon vagin, c'était le stress total. Il pouvait plus être sur moi parce que j'avais l'impression d'être soumise. Donc quand on arrivait à le faire, et encore, je me suis beaucoup forcée. Bon, à un moment, il le sentait. Il m'a dit, écoute, arrête, on va pas. Donc j'ai vraiment eu la chance d'avoir un compagnon hyper compréhensible, hyper patient, parce que déjà je pense qu'il a eu peur de voir que j'étais déprimée. Au niveau sexuel, voilà, c'était plus ça. Et puis de voir la femme qu'on aime pas bien. Et je n'ai pas rigolé pendant 1 an, un peu moins d'1 an. Et je me rappelle de m'entendre rire quand j'ai commencé à rigoler, à m'entendre rire, à me dire waouh. Et je dis mais ça fait longtemps que j'ai pas rigolé. Il me dit bah non, ça fait longtemps que t'as pas rigolé, ouais. Donc voilà, ça m'a rendue tellement plus forte, notre couple tellement plus fort. Enfin voilà, je le remercie encore de temps en temps, de dire mais quand j'y pense à notre histoire, je me dis mon Dieu, merci à lui d'être resté, parce que ça a pas été facile pour lui, parce qu'il a dû être le mât du bateau, vraiment. Il s'est occupé de notre fils. Moi j'étais incapable pendant 1 an, j'avais beaucoup de colère qui se répercutait sur mon fils. Et c'est là que ça a été l'élément déclencheur pour dire ok, stop. Je vais faire quelque chose pour aller mieux. Ok. Donc du coup, à partir du moment où tu as décidé d'accepter l'idée qu'il s'était passé des événements
probablement incestueux qui avait eu du coup qui s'était imprimé dans le corps finalement, qui ressurgissait sur tes réactions, surtout au niveau du corps. C'est à partir de ce moment-là, du coup, qu'il y a eu une sorte de descente où tu as été dans la dépression, où ça a eu des conséquences du coup sur ta vie de maman, sur ta vie d'amante et ta vie en général, du coup. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ouvert les yeux en début août. Une semaine après, je faisais ma myocardite, donc j'ai fait un épuisement maternel parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je m'occupais que de mon fils et moi, je m'étais vraiment mis de côté et que c'était, je me suis rendu compte de ça, genre il y a quelques mois, hein, que je m'étais mise de côté en fait pour ne pas voir ce que je ressentais. Je me suis vraiment coupée de mes besoins, de mes ressentis. J'étais non, c'est d'abord Naël, jusqu'à faire un épuisement maternel, puis une myocardite puisque je n'ai pas réussi à m'arrêter. Et donc ça a été très dur pour moi parce que j'avais l'impression de m'être mise une balle dans le pied à vouloir rendre mon fils heureux et puis en fin de compte à ne plus pouvoir m'en occuper parce qu'avec le cœur, mon problème de cœur, pendant des mois, j'ai pas pu m'en occuper. Puis après, j'étais tellement dégoûtée de tout ce qui s'était passé que j'avais plus envie d'être maman. Et après, je suis tombée enceinte aussi. Au moment où je décidais de plus voir la personne parce que vraiment, j'avais l'impression que je devenais folle, parano, tout ça. Je m'étais dit, j'aurais pas de deuxième enfant. 3 semaines plus tard, je tombe enceinte. On a hésité à le garder, forcément, parce que j'étais complètement déprimée, avec tous ces problèmes. Voilà, c'était juste au moment où j'étais en train, en plus, d'en parler à ma famille, de dire, voilà, pourquoi j'avais pris cette décision. Et en fin de compte, j'ai décidé de dire oui à la vie. Bon, ça a été une grossesse très compliquée psychologiquement. Hein. J'ai passé 3 mois au lit, déprimée, à me dire, punaise, je porte la vie et je suis morte intérieurement. J'avais envie de mourir. Je me rappelle le jour de mon anniversaire, je disais, mais la seule solution, c'est de mourir ou que la personne meure. Tu vois. Okay. Et en juillet, je me suis encore mise en colère contre mon fils et je me suis dit, stop, je veux pas devenir cette maman qui est tout le temps en colère contre ses enfants et en plus qui reproduit ce que moi j'avais vécu quand j'étais petite. Et ma maman se mettait pas mal en colère contre moi et je me rappelle ce que ça faisait. Et donc je dis ok, là c'est bon. Et là la vie m'a envoyé un super cadeau. J'en ai parlé à une amie qui m'a envoyé un podcast de Noémie de Saint-Cernin qui proposait des immersions. Et donc j'ai été faire une immersion avec elle 3 semaines après et ça a transformé ma vie. Ça a été le début de la remontée, si on peut dire, qu'il y avait eu une descente, quoi. Parce que du coup, avant ça, les psys, à part valider que potentiellement tu avais vécu un épisode incestueux, ça t'avait pas aidé ? Ah non, ah oui, alors pas du tout. Pas du tout, parce que je trouve que j'ai été très mal accompagnée. C'est-à-dire que la 3e psy, où là j'ai enfin accepté d'entendre qu'il y avait eu une histoire incestueuse, ça avait été sur la fin de la séance. Je me rappellerai toujours, elle m'a quittée avec un grand sourire, sauf que moi je suis partie paniquée en me demandant qu'est-ce qui s'est passé, parce que forcément là on fait, enfin voilà, déjà l'inceste, on entend tout de suite attouchement ou viol. Donc là, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais une amie qui faisait des études en psychologie et qui lisait un livre sur, donc ça s'appelle Les parents toxiques, et qui était justement en train de lire le chapitre de l'inceste. Et en fait, l'inceste peut être vécu de d'autres manières, d'être observé, maté, un câlin, juste un câlin comme ça, on dit non et l'enfant dit non et la personne en face n'accepte pas. Ça peut être autre chose que des attouchements. Et donc moi sur le coup je me suis demandé si j'avais été violée, si j'avais eu des attouchements. Donc quand elle m'a lu ça, je me suis dit ok, peut-être que c'était juste des choses comme ça, ce qui est fort possible. Mais voilà, ce qui est dur en fait, c'est vrai que je me souviens pas. C'est vrai que je l'ai pas dit ça. Ça a été quelque chose qui a été très dur parce que je me souvenais pas. Il y avait juste mon corps qui tremblait, mes jambes qui tremblaient dès que j'en parlais, des souvenirs qui revenaient genre jusque après ma première relation sexuelle, c'est vrai que à partir de ce moment-là, j'ai plus supporté que cette personne me touche, mais ça m'avait jamais posé de questions. Okay. Et en fait, le travail avec les psys m'a pas vraiment aidé parce que j'ai l'impression que ça a mis vraiment la pagaille dans ma tête et que j'ai pas été bien accompagnée parce que j'aurais voulu qu'on me dise en fait, ok, là vous avez peut-être eu une histoire incestueuse, vous vous en rappelez pas, et qu'on m'explique ce que c'est l'inceste, que c'est pas que des attouchements, et ce qui m'a vraiment aidée, c'est vraiment Noémie de Saint-Cernin
voilà, pendant l'immersion, on libère beaucoup de choses. Ouais. Ok, ça consistait en quoi du coup cette immersion? Cette immersion, c'était vraiment pour libérer, enfin chacun vient pour libérer un problème et moi c'était pour ne plus me mettre entre guillemets en colère contre mes enfants, ça arrive encore des fois, mais vraiment lâcher cette colère quoi. Lâcher cette colère. En plus j'étais enceinte depuis le début de ma grossesse, je n'avais pas pleuré, j'arrivais plus à pleurer parce que je voulais être forte et donc là-bas ça m'a permis de libérer tout ce que j'avais en moi. Elle me fait passer par un processus qui fait que j'ai pu tout lâcher, j'ai pu lâcher mes doutes, j'ai pu lâcher ma colère et j'ai pu faire un premier pas vers d'amour envers cette personne parce qu'en fait c'était en vivant ce que je vivais donc à cet instant-là, c'est que c'était surtout la petite fille intérieure qui était blessée en fait, qui devait faire un grand deuil sur par rapport à cette personne. Et j'ai compris pendant cette immersion que je m'étais mise dans la posture de victime et qui fait que c'est pour ça que j'arrivais pas d'ailleurs à aller mieux parce que je me rappelle d'être dans mon lit et me dire punaise, je suis professeur de yoga, j'ai toutes les clés en moi et pourquoi j'y arrive pas quoi? Pourquoi j'y arrive pas? Donc déjà quand moi je m'étais dit ça dans mon lit, je me rappelle de ma voix intérieure qui me dit c'est parce qu'en fait tu te sens en sécurité. Là ça te permet de rester dans ton lit, ça te permet d'aller mal et voilà, j'arrivais même pas à me raccrocher à mon fils, tu vois, à la vie de mon fils et tout. Et donc là-bas, j'ai compris que j'étais déjà que mes émotions étaient importantes, que pleurer c'était important, que la colère était importante, qu'il n'y avait pas de mauvaises émotions, que j'étais vraiment une femme puissante qui pouvait déposer ce manteau de victime, déposer le manteau aussi de bourreau de la personne, et surtout que j'étais ma meilleure amie et que si moi j'étais pas là, personne n'allait prendre soin de moi. Et une fois qu'on comprend que c'est toi, il n'y a que toi qui peux prendre soin de toi. Bah, je crois que là déjà c'est un grand pas vers la guérison et c'est un engagement de toi à toi en fait, vraiment de toi à ton bonheur. Et donc à partir de là j'ai commencé à aller mieux, à reprendre. Déjà je suis vraiment revenue en vie en fait. Vraiment je me rappelle j'ai eu ma myocardite le 15 août. Ça a commencé le 15 août, un an après cette immersion, et j'arrêtais pas de dire à tout le monde j'accouche le 15 août, je comprenais pas pourquoi. Et vraiment, j'ai revécu ma naissance là-bas parce que je suis revenue en vie. Mon bébé s'est retourné à la fin de cette immersion parce qu'il a senti que maman était prête. J'étais de nouveau reconnectée à la beauté de la vie, à la joie de vivre, à mon couple, à mes enfants. Enfin, ça a été tellement puissant, tellement puissant. Donc tu dirais que c'est le fait de t'être reconnecté à tes émotions, à tes besoins, de les accueillir, de les écouter, de les laisser s'exprimer. Ouais, surtout les exprimer, les relâcher parce que là-bas j'ai crié, j'ai pleuré. J'étais dans un endroit où je me sentais en sécurité. Parce qu'en plus, voilà, on entend aussi les histoires des autres, on se dit bon, voilà, on a toujours l'impression que les histoires des autres sont pires, mais j'ai pu lâcher tout ce que je gardais en moi et d'avoir une personne qui nous écoute, d'avoir une personne qui, elle est vraiment pro et puis elle sait. Voilà, elle a déjà eu affaire à des personnes qui fait l'inceste, des anciens enfants battus. Et ouais, c'était vraiment beau. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça a changé pour toi après ça? Bah, après ça, j'ai vraiment... déjà, j'ai commencé à apprendre à gérer mes émotions, à les accepter et à rester dans cette puissance de je ne suis... Il y a ni victime ni bourreau, en fait. Et ensuite, j'ai accouché à la maison et je me rappelle de faire un rituel de Natacha Calestrémé dans son livre La clé de votre énergie. Et enfin de là, j'ai envie de dire que tout s'est passé, j'ai pas revu de psy, tout s'est passé naturellement et donc j'ai accouché et puis je me rappelle un mois et demi après, c'était le 25 décembre, un mois et demi après mon accouchement, d'être épuisée avec mon bébé sur moi, mais d'être heureuse et de sentir que j'allais pouvoir traverser ça, que j'étais plus cette maman qui se mettait en colère, que j'étais plus cette maman qui subissait, que j'étais cette maman puissante. Et je me rappelle d'avoir un élan de gratitude envers cette personne avec qui j'ai vécu cette histoire d'inceste et de me dire « Oh my God, mais merci ». Parce qu'aujourd'hui, si je me sens aussi puissante, c'est grâce à cette histoire et grâce à moi aussi qui ai décidé d'aller mieux et qui a mis en place les choses pour ma guérison.
Et donc, à partir de là, on s'est revus, du coup, un an après. Ok. Un an après, le 25 décembre, justement, pour Noël. J'ai proposé une trêve de Noël et on a pu se revoir. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été très dur pour moi parce que personne ne me croit dans ma famille, à part mon compagnon. Des personnes de ma famille ont décidé de plus me voir aussi. Elles ont décidé d'être dans le déni, parce qu'au début, elles me croyaient, puis après, elles ont décidé de plus me croire. Et en fait, à partir du moment où j'ai lâché aussi l'envie de convaincre ou que tout le monde voit ma vérité et croit en ma vérité, j'ai aussi lâché quelque chose. C'est-à-dire que maintenant, qu'on me croit ou qu'on me croit pas, je sais ce que j'ai ressenti, je sais ce que j'ai vu aussi dans le moment présent, parce que j'ai vu aussi des choses, et qui font que, enfin déjà, qu'on ne cherche plus à convaincre et à chercher à ce qui est entre guillemets une justice, bah, il y a quelque chose qui se relâche complètement dans le corps parce que on n'a pas besoin que les autres nous soient dans notre vérité pour que ça soit vrai. À nous de nous faire confiance et donc à partir de là, j'ai commencé à reprendre contact avec eux aussi l'été d'après et voilà. Et j'essayais plus de convaincre. J'ai accepté les personnes telles qu'elles étaient. Puis j'ai eu un élan du cœur pour Noël à ce qu'on se revoie. J'ai proposé la trêve de Noël et puis depuis on se revoit et on n'a pas vraiment reparlé. J'ai juste dit que moi je savais qu'il s'était passé quelque chose de malsain pour que mon corps réagisse comme ça et que j'avais besoin de temps pour reprendre confiance. Et ça a été entendu. Même si je pense que du coup peut-être qu'elle dit toujours que c'est faux. Et j'ai décidé de dire ok, c'est faux pour toi et c'est vrai pour moi et c'est ok en fait. Elle n'a pas à me convaincre que c'est faux comme j'ai pas à la convaincre que c'est vrai. On a chacun notre vérité à ce sujet et aujourd'hui pour moi l'important c'est que je suis en paix avec mon histoire, je suis en paix et en total amour aussi avec cette personne et après c'est à elle de faire le travail en face pour ressentir ou pas d'être en paix avec elle et son histoire et de prendre la responsabilité de ce qu'elle ressent comme moi j'ai pris la responsabilité de ce que je ressentais. Et du coup je suis sortie de cette accusation à vouloir convaincre toute ma famille, à vouloir qu'on voit que c'était moi la victime, tu vois. Et du coup, ta vie aujourd'hui, comparée à ce qu'elle était avant que tu ailles à cette immersion, elle est comment? Aujourd'hui, ma vie, déjà, il y a eu quand même, après l'immersion, il y a eu encore, il y a eu 2 ans. Il y a eu 2 ans. Donc, on va dire que niveau émotion, ça se travaille tous les jours. Mais surtout, déjà, je suis une maman comblée. Donc ça, pour moi, c'était le plus important. Je suis une maman épanouie, qui suis heureuse d'être maman. Et je ne subis plus d'être maman comme je le subissais avant. Mes enfants ont tellement fait partie de ce voyage en fin de compte, puisque la blessure s'est réveillée avec Naël. Et quand Télio est arrivé, j'ai vraiment senti que ça me disait, en fait, parce que moi, quand j'ai décidé de plus voir la personne, je me dis, je vais mettre ça sous un tapis. Et je fais une pause. Sauf que Télio est arrivé. Et là, j'ai vraiment senti qu'il me disait, non, en fait, maman, tu vas t'occuper de ce que tu dois t'occuper parce que, voilà, tu vas pas mettre ça sous le tapis. Et donc, pour moi, Naël a ouvert un cycle et Télio on est venu ensemble le fermer. Donc, j'ai trouvé ça, je le vois vraiment comme une magnifique histoire. Je me rappelle que le dernier psychiatre que j'avais vu, parce que moi, j'étais, non, mais je vais lui pardonner. J'avais même pas encore sorti toute ma colère que je voulais déjà pardonner parce que je savais qu'un jour, j'arriverais à lui pardonner. Elle me dit, non, mais vous en avez pour 10 ans. Et ça a mis même pas 2 ans parce que, j'ai mis 1 an et demi à partir du moment où j'ai ouvert les yeux, à être dans la gratitude, donc le soir de Noël, et une autre année à pouvoir la revoir. Donc j'ai quand même été résiliente en moins de 2 ans, donc c'était extrêmement rapide. Et je suis tellement reconnaissante parce que c'est aussi réussir à pardonner et à être dans l'amour avec cette personne, c'est-à-dire que j'ai plus de poids par rapport à ça, même si des fois tu vois, au début de la conversation, au début du podcast, j'avais quand même des tensions quand j'ai entendu le mot inceste, ça me contracte, c'est quand même quelque chose c'est pas un mot encore avec lequel je suis à l'aise. Et puis là, au niveau de la vie sexuelle, ça a mis beaucoup plus de temps, tu vois, on est épanoui là depuis 3 mois. Et pour ça, j'ai fait de l'hypnose, par contre. Sans le savoir que j'allais travailler ça. Je faisais plus pour le pro. Et ça a été la première séance. Et
Et aujourd'hui, j'ai plus cette petite voix qui me dit à chaque fois que, avant, j'avais la petite voix qui me disait que j'étais sale, que j'étais une putain, que j'étais une salope. Donc toujours une voix qui me disait que c'était sale de prendre du plaisir. Il y avait vraiment, donc c'était très dur pour moi de me concentrer, de prendre du plaisir. Bon, on a eu quand même quelques relations avec du plaisir, mais après l'acte, je partais toujours. La première chose que je faisais, c'était de me lever et j'allais prendre une douche. Et je me rappelle, après cette séance d'hypnose, on avait fait l'amour le soir et maintenant quand je fais l'amour, je me sens soit reine, soit princesse, soit, tu vois, déesse, je me sens... Et puis il n'y a plus cette voix, quoi. Il n'y a plus cette voix. Je suis 100%, 200% avec lui. Je ressens plus ce besoin de me précipiter sous la douche. Après l'acte, on prend le temps de savourer l'état dans lequel on est là. Enfin, c'est trop beau, quoi. Qu'est-ce qui a changé pour toi quel effet ça a eu, en fait? L'hypnose, ça a joué sur quoi, selon toi? Alors, je pourrais plus te dire, mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose qui a été... on a revécu trois scènes. Quand on est dans, je pourrais même plus te dire c'était quoi les 3 scènes, mais on a remplacé un mauvais souvenir par la chose que tu as envie de vivre, quoi. Donc peut-être que je m'autorisais pas à prendre du plaisir parce que il y a une séance qui m'a donné, qui m'a fait croire que faire du plaisir c'était mauvais ou que tu vois. Et du coup après tu remplaces par en fait si j'ai le droit d'être dans le plaisir, j'ai le droit de jouir. Après je pourrais pas te dire parce que ça remonte à 3 mois et puis quand dans cet état d'hypnose. En plus, voilà, j'en ai fait depuis d'autres, donc je m'en rappelle plus. Mais par contre, c'était vraiment très intéressant parce que je me rappelle, avant cette séance, le dimanche, de me dire, j'ai envie de revivre ma première fois avec mon compagnon, parce que ma première fois, c'est pas du rêve. Et le lundi matin, je me rappelle de m'épiler pour ma première fois. L'après-midi, on fait cette séance et ça vraiment. Du coup, on l'a fait avec tellement de respect, tellement de conscience, et c'était une première fois, du coup, incroyable. Et voilà, donc j'ai beaucoup plus de libido parce que j'en avais plus. Et avant chaque, parce que des fois j'avais de la libido et puis je savais que mon compagnon, ça faisait un moment qu'on l'avait pas fait, donc je disais oh là là, va falloir qu'on le fasse. C'était devenu un stress, quoi. C'était genre non mais j'ai pas envie, et puis c'était plus naturel, quoi. C'était plus naturel, et puis c'était moi par contre qui décidais quand on le faisait aussi. Lui, il pouvait pas décider. C'est moi qui... Si c'était lui, tout de suite je me sentais oppressée. Des fois, il pouvait même plus me toucher, donc je disais excuse-moi, là j'ai dans le temps. Donc il a été hyper patient, donc vraiment indulgent. C'est super que tu partages tout ça parce que c'est tous ces petits détails, tous ces petits trucs qu'on se dit, qu'on ressent, moi je reconnais ma propre histoire dans ce que tu transmets là, et plein de femmes qui sont venues me parler des mêmes choses, de fuir un peu son mari, de peur qu'il ait envie et qu'on soit obligé soit de dire non, soit de passer à la casserole entre guillemets, alors que nous on n'en a pas envie. Tout ça, c'est des trucs qui sont qui au bout d'un moment peuvent être intégrés dans le quotidien, et à tel point que on se rend même plus compte que c'est pas normal en fait de vivre ça, et que c'est pas ok, et c'est pas pour autant que l'autre est responsable ou quoi, mais juste que il y a quelque chose qui est pas ok, et qu'on c'est mieux si on arrive à vivre les choses autrement, parce qu'il y a des femmes qui n'ont jamais connu autre chose. Toi, t'avais quand même l'avantage entre guillemets d'avoir un avant-après qui te permettait de te rendre compte qu'il y a quelque chose qui avait évolué dans le mauvais sens, mais il y a des femmes qui vivent comme ça toute leur vie en fait, et qui se rendent pas compte que c'est pas normal. Donc merci de partager tous ces petits alors je minimise absolument pas la souffrance qu'il y a derrière, hein. Quand je dis petits, c'est ces petits éléments qui les uns sur les autres font que en fait au quotidien c'est soit invivable, soit de la souffrance dont on se rend même pas compte, mais parfois le corps nous rattrape. Toi d'ailleurs tu parlais de myocardite, c'est ça? Oui, myocardite. Tu vois un lien avec ce que tu as vécu? Moi je pense que je l'ai vraiment vécu comme un signe, c'est occupe-toi de toi, sinon tu vas mourir. Je m'étais oubliée, je m'étais échappée. Bon, après, il y a comment mon ostéo, qui pour lui c'était en lien avec ma prise de conscience,
peut-être que je voulais plus me voiler la face. Je pense que ça a été un électrochoc de toute façon. C'était réveille-toi, prends soin de toi. Bon, même si j'ai mis un an entre guillemets j'ai eu un an de déprime, mais c'est parce que j'étais vraiment dans cette victimisation. Enfin voilà, j'étais vraiment dans. Et c'est ok en fait, c'est ok d'être dans la victimisation, parce qu'il faut de toute façon libérer justement cette petite fille qui se sent abandonnée, qui se sent peut-être violée, qui ne s'est pas sentie respectée. En plus, bon voilà, quand on a des membres de la famille qui nous croient pas, qui commencent à ne plus vouloir nous voir, enfin voilà, ça a été quand même une année, du coup l'année dernière. Hyper challengeante, hein, parce que voilà, c'est des personnes forcément que j'aime, je pense à elles tous les jours. Après, je respecte leur choix, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'elles font? Elles font comme moi j'ai fait, hein. J'ai décidé de m'éloigner pendant 2 ans de cette personne, donc elles ont besoin, elles, de s'éloigner, et c'est ok. Même si des fois, ma petite fille intérieure, elle est en colère, elle trouve ça injuste, elle voudrait que ça soit autrement, elle comprend pas, elle a envie de les insulter, elle a envie de, voilà, et du coup, quand elle a besoin de s'exprimer, je lui laisse la place, soit j'écris, soit je l'écoute, et je vais la voir et lui donner tout l'amour dont elle a besoin, et puis voilà, la vie continue, parce que j'ai aussi décidé de ne plus m'accabler sur des choses où j'ai pas l'emprise, en fait. Je peux rien changer à part moi, ce que je ressens. Voilà, je peux juste prendre soin de moi et de ce que je ressens, et voilà, j'ai pas envie de me gâcher la vie parce qu'il y a des personnes qui comprennent pas, qui ont décidé de pas me voir, et on a chacun notre chemin, et c'est ok. J'ai pas à juger, même si ma petite fille les juge, et ça aussi, c'est ok. Mais voilà, aujourd'hui, je suis vraiment comblée et heureuse, et du coup, forcément, avec ce podcast, je me dis, mon Dieu, ça a été en fin de compte tellement rapide, et voilà, voilà, je suis vraiment en gratitude envers moi pour tout ce que j'ai vécu, comment j'ai décidé de traverser cette chose-là, et en gratitude envers la vie, parce que je suis persuadée que dans la vie, on choisit les épreuves qu'on va traverser, et que j'ai choisi de vivre cette épreuve. Hein. J'avais déjà cette croyance avant. D'ailleurs, j'étais là, mais c'est pas possible que j'ai choisi de vivre ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est trop dur. Je vais jamais y arriver. C'est pas possible. Je vais jamais m'en sortir. Et puis, si, en fait. Et voilà. Enfin, aujourd'hui, je sais que si je suis cette femme en tout cas, je me sens puissante, c'est grâce à cet événement, pas que, parce qu'il y en a eu d'autres. Hein. Enfin voilà, toute ma vie fait qu'en fait aujourd'hui, tout mon parcours fait que je suis Mélodie, tu vois. Et du coup, j'ai aucun regret, tu vois. Je pourrais mourir demain, j'ai aucun regret, quoi. De toute façon, j'ai toujours vécu la vie que je souhaitais. Donc voilà, j'ai eu cette pause pendant 1 an de déprime. Et voilà, des fois, je sens qu'en moi, c'est un petit peu dur par rapport à ça, par rapport à mon fils. Je me dis, là, une année qui a été tellement difficile pour lui, mais lui aussi, il a choisi de vivre ça. On a choisi de vivre ça ensemble, donc voilà, je sais que. Et puis voilà, je sais qu'un jour on aura l'occasion peut-être d'en parler. Et puis voilà, je lui ai déjà dit que je lui demandais pardon d'avoir été. Et puis là aujourd'hui, je lui demande encore pardon quand des fois je me mets en colère. Enfin, ça m'a transformée sur tous les points, tu vois. Ça m'a tellement appris sur la vie, sur les émotions, que je veux dire. Enfin, maintenant c'est tellement cadeau pour ce que je vais transmettre et montrer à mes enfants, en fait. Dans mon couple, enfin voilà, il y a quasiment plus de disputes. Enfin, s'il y en a, je gère mon émotion. Enfin, ça fait. Il y a plus cette victime, si elle est toujours là, mais je la laisse beaucoup moins s'exprimer pour éviter les fights, tu vois, les disputes avec mon compagnon, par exemple, ou des amis. Enfin voilà, je m'occupe de moi toute seule, de ce que je ressens maintenant. Tu as repris le pouvoir finalement sur ta vie à plein de niveaux, quoi. Et quelle place ça a eu, ça, dans ce que tu fais aujourd'hui, parce que tu disais que tu accompagnais les femmes à se reconnecter à leur puissance. Qu'est-ce que ce parcours a apporté? Moi, c'est vraiment la reconnexion à la vie, à leur puissance, à l'être illimité qu'on est, et vraiment, forcément, dans les accompagnements, la place de l'intelligence émotionnelle, elle est hyper importante. Apprendre à comprendre ses émotions, à les gérer, puis cette vision aussi que j'ai qu'on est maître de notre vie, et que tout dépend aussi de comment on voit les choses, en fait, c'est l'histoire qu'on décide de se raconter en fin de compte. Est-ce que je décide toute ma vie de me dire que je suis la victime, ou est-ce que je me dis ok, il s'est passé ça, je sais que je peux m'en sortir, et je mets en place ce qu'il faut pour demander de l'aide, en fait, parce que peut-être que c'est possible seul, mais quand même je pense que de demander de l'aide, ça accélère la guérison.
Et que du coup, voilà, moi je m'occupe pas des femmes qui ont un trauma, parce que je suis pas formée pour ça. Moi, je m'occupe des femmes qui ont libéré le trauma et après qui souhaitent passer au niveau suivant, soit en termes de qualité de vie, en fait, de vraiment d'être en vie et tu vois, vraiment, moi, c'est vraiment, tu vois, je te dis, je pourrais mourir demain, j'ai aucun regret et c'est vraiment de dire, voilà, je vis cette vie dont je suis fière, dont je sais que je vais jusqu'au bout de mes rêves, voilà, parce que j'étais hypersensible, donc souvent, quand on est hypersensible, on n'arrive pas trop à gérer ses émotions, on va pas au bout des choses. Moi, je accompagne les personnes à aller au bout de leur projet, au bout de, voilà, et de grandir leur intuition aussi, forcément, parce que l'intuition, quand même, c'est elle qui m'a aussi par le corps, tu vois, parler, donc grandir cette intuition qui nous guide à chaque instant et laisser place à la puissance que chacun a, hein, parce que tout le monde est capable de traverser ce qu'il est en train de traverser. Donc c'est aussi shifter cette vision sur la vie qui nous veut du bien, en fait. Et j'ai tellement cru qu'elle était acharnée contre moi. Et aujourd'hui, je suis persuadée qu'elle est là à mon service pour justement vivre ce que j'ai demandé à vivre et expérimenter l'extase ici sur Terre. Génial. Et du coup, tout ça, c'est ce que tu transmets dans les accompagnements que tu proposes, du coup. Excellent. Ouais, tout à fait. On arrive doucement à la fin de cet épisode. Du coup, j'ai quelques questions pour toi. La première, c'est si il y avait un truc à retenir de tout ce qu'on s'est dit là, ou si tu avais un conseil à partager aux femmes qui nous écoutent, ce serait lequel? Ce serait de vous donner beaucoup d'amour dans ce que vous traversez. Parce que moi, je me suis tellement détestée, je crois, j'ai tellement détesté ce que je ressentais, j'avais l'impression que j'avais foutu ma famille en l'air, que j'étais en train de tout détruire, détruire un peu cet idéal qu'on a de la famille, détruire les rêves d'autres. Et à partir du moment où j'ai commencé à m'aimer, peu importe ce que je ressentais, c'est là que ça a été aussi beaucoup plus facile. Donc donnez-vous beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Dites-vous que tout ce que vous ressentez, c'est tellement normal. Il y a vraiment pas à avoir honte de ce qu'on ressent. Trouvez quelqu'un, un professionnel avec qui vous vous sentez en confiance. Ça aussi, j'ai pas vraiment, en fin de compte, trouvé, sinon j'aurais pas fait. Donc je pense 5 psy. Trouvez quelqu'un en qui vous avez confiance et vous savez que vous allez pouvoir tout dire, tout libérer. Et aussi, j'ai envie de dire quelqu'un qui n'est pas dans une position de sauveur. Parce que sinon, ça fera que nourrir la victime. Et on est quelqu'un qui vous voit dans votre puissance, qui sait que vous êtes capable de gérer ça, mais qui sait accueillir ce que vous ressentez avec beaucoup de bienveillance. Merci de préciser ça. C'est quelque chose sur lequel j'ai mis le doigt il y a pas très longtemps. Il y a des personnes qui viennent à moi pour être accompagnées et il y avait une certaine catégorie de personnes que je me sentais pas en mesure d'aider, mais j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et justement, j'ai compris que c'était des personnes qui étaient dans une recherche d'un sauveur. Et donc, du coup, qui était aussi dans cette position de victime, qui, encore une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, a aussi son importance dans le processus, donc à ne pas non plus renier complètement. Et donc, j'ai compris que ce que je devais mettre en avant, c'est que moi, j'étais pas là pour sauver les gens. Je suis plus là en mode copilote. C'est-à-dire que toi, t'as envie de te sauver. Toi, t'as envie d'avancer vers quelque chose. Et moi, je suis là pour t'aider, pour y aller peut-être 1000 fois plus vite, pour y aller peut-être plus en douceur, avec plus d'amour, avec peut-être des résultats encore plus proches de ce qui te fait rêver. Mais je suis pas là pour te sauver. Je suis juste là pour t'aider à y aller. Donc cette distinction, elle est hyper importante parce que quand tu es dans cette position où c'est toi qui veux te sauver, c'est toi qui as envie d'avancer, là, ça avance pour de vrai. Si t'attends que quelqu'un te tire, en fait, si on est deux à marcher côte à côte, on va plus vite que s'il y en a un qui tire la corde pour faire avancer le deuxième. Non, mais c'est tellement important parce qu'en fin de compte, moi, pendant un an, tu vois, j'ai cherché la réponse à l'extérieur. J'ai cherché quelqu'un qui me dise non, c'est pas vrai, c'est toi le problème. Donc, je le savais au fond de moi. Tu vois, je le savais. C'est juste que je voulais pas le voir. Et faites confiance aussi à votre processus et autant que ça prend, parce que si vous l'allez vite, ça fonctionnera pas non plus. Et faut prendre le temps de digérer, de toute façon. Voilà, c'est pas quelque chose de facile ni de confortable à vivre, mais vous avez les clés en vous. Et en fait, trouver quelqu'un qui arrive à mettre ses clés justement en lumière.
c'est ça, c'est du coup, pour moi, c'est vraiment, tu vois, c'est de l'art, en fait. Tout ce qu'on fait comme ça, c'est de l'art, quoi. C'est vraiment personne qui arrive à faire sortir ça, parce que tu en as envie aussi, hein, parce que je sais que toi, Noémie de Saint-Cernin, si les personnes sont fermées, ça marche pas. Si elles sont fermées au processus, ça marche pas, tu vois. Et, ouais, c'était, ouais. Et comme quoi la vie aussi à notre service, parce que à partir du moment où je l'ai dessiné intérieurement, vous voyez, 3 jours plus tard, j'avais cette amie au téléphone qui le lendemain me partage le podcast. 3 semaines plus tard, j'étais à l'immersion, j'ai pris la dernière place. Bon, je vous avoue que j'ai eu peur, hein. J'ai passé 3 jours à me dire est-ce que j'y vais pas et tout. Et je sentais tellement en moi que c'était the solution, tu vois. Enfin, c'était vraiment, là, il va se passer quelque chose de grand. Rien que de m'être inscrite, j'allais déjà mieux. Tu sais, c'est un peu quand tu prends un accompagnement, t'as l'impression que t'en as plus besoin parce que tu te sens déjà mieux, ça fait déjà effet. Et en plus, j'ai hésité parce que j'étais enceinte, j'avais peur par rapport à mon bébé et tout. Et en fait, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait, hein. À moi, à mes enfants, à mon compagnon. Enfin, j'oublierai jamais, franchement. Ouais, tu vois, quand j'en parle, j'ai le gros smile, quoi, parce que c'était, voilà, je me suis choisie, en fait. Déjà, quand j'ai osé dire stop, toi, ne plus voir cette personne, ça, c'était pas facile non plus, que c'était le cercle familial. Et donc, du coup, ça va peut-être vous demander de faire des choix qui seront pas faciles, qui seront pas compris par tout le monde, mais c'est vous la personne la plus importante, quoi. Et les autres, bah, ils sont grands comme vous, ils peuvent s'occuper de leurs émotions et de leurs réactions. Ouais, on s'occupe d'abord de soi avant de s'occuper des autres. Comme dans la vie. On met d'abord le masque sur les enfants avant de le mettre à soi. On se le met d'abord sur... Oh là là, le beau lapsus. On le met d'abord sur soi avant de le mettre à ses enfants. Bah, tu vois, ça, c'est quelque chose pour moi qui était inconcevable avant. De me dire que j'allais d'abord mettre sur moi et mes enfants, c'était inconcevable. Et maintenant, pour moi, c'est une évidence. C'est tellement une évidence. Parce que si je vais pas bien, mes enfants vont pas bien. Et je peux vous dire que je l'ai vu parce que ma relation avec mon fils aîné s'est tellement transformée, quoi. Avant, il y avait beaucoup de colère et maintenant, c'est tellement doux. Enfin, il y avait toujours de l'amour avant, mais quand je vois la maman que je suis, en fait, tout ça m'a permis d'être une maman, mais vraiment top, quoi. C'est beau. C'est super beau. Bravo. Bravo pour tout ça. Est-ce que tu aurais une lecture, un podcast, un documentaire ou un film que tu voudrais conseiller Bah, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup Natacha Calestrémé, parce que je sais que j'ai fait des protocoles de recouvrement d'âme. Je pense qu'ils m'ont beaucoup aidée justement par rapport à ça. C'est suite à un choc, voilà. Et elle fait vraiment un travail complet sur le corps qui parle, les maladies, toujours dans cette aussi dans ni victime ni bourreau, tu vois. Et voilà, il y a des rituels hyper simples, hyper ancrés, hyper terre à terre aussi, mais hyper puissants, ouverts à tous. Et après, bon, je sais que moi, Noémie de Saint-Cernin m'a beaucoup aidée aussi, en tout cas dans une période de temps. Bon, j'ai pas lu ses bouquins, mais quand il y a quelque chose à libérer, elle est vraiment top. Super, on mettra les liens en description de tout ça. Pour Natacha Calestrémé, tu conseilles un livre en particulier ou toutes les lectures Elle en a écrit 2. Son dernier, trouver sa place. Je trouve que les rituels sont mieux expliqués. Voilà. Mais elle dit que si on s'y connaît pas en énergétique, vaut mieux prendre le premier. C'est son conseil à elle. Ça marche. Voilà. Mais ouais, j'aime beaucoup cette femme. Si on veut te suivre, te joindre, c'est quoi la meilleure façon de te contacter ? Facebook, Mélodie Poudulec, voilà, comme ça s'écrit et ça se prononce. Ça marche, bon, c'est pareil, on mettra aussi les liens en description. Merci beaucoup, Mélodie. Bah, merci à toi, merci pour tous ces podcasts à venir aussi, parce que voilà, comme je te l'ai dit, justement, une de mes craintes, c'était que ça soit que ça partait d'une énergie de victimisation, et pas du tout. Tu proposes vraiment à partir de cette puissance qu'on a toutes, j'avais envie de dire tous, hein, de traverser les choses et que de revenir en vie. Et du coup, j'adore. Je pense que ça va vraiment faire beaucoup de bien à beaucoup de femmes. Et je l'espère aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le signaler, ce que ça vous apporte, cet épisode en particulier ou les précédents sur les réseaux sociaux, en commentaire. Merci pour tout. Merci Mélodie. Merci. Je te souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. C'est la fin de cet épisode. Je te remercie pour ta chaleureuse écoute.
Si tu veux être informé des prochains épisodes ou en savoir plus sur comment j'aide les femmes ayant vécu une agression sexuelle à se créer une vie dans laquelle elles se sentent libres, puissantes et épanouies, rejoins ma newsletter sur toujoursunefemme.fr/newsletter. Tu retrouveras le lien en description. Je t'envoie tout mon amour et à très bientôt.